Bonjour et bienvenue dans ce podcast où je vais vous parler de parentalité en conscience, de multiculturalisme et d'harmonie en famille. Je suis Clémentine, praticienne en hypnose et en Reiki spécialisée dans la parentalité. Mon mari est tchèque, je suis française et on habite à Zurich depuis 11 ans avec nos 3 enfants. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire en vous rendant sur mon site clementinepolisensky.com ou sur mon profil Instagram Clémentine Polisensky. Vous y serez informé de la sortie de tous les nouveaux épisodes de ce podcast et vous y trouverez des réflexions complémentaires sur l'éducation et sur nos challenges de parents, mais aussi des trucs et astuces pour vous sentir mieux au quotidien avec vos enfants. Merci d'être là et très belle écoute! Alors aujourd'hui, j'aurais bien aimé vous parler de parentalité consciente, parce que c'est un terme que j'utilise beaucoup, et je ne sais pas s'il est vraiment clair pour tout le monde, de ce qu'il y a derrière, et en tout cas, je trouve qu'il y a plein de choses à explorer, donc je me suis dit que ça ferait un sujet vraiment intéressant. Après, on parle aussi souvent d'éducation positive, d'éducation bienveillante, parfois de discipline positive. Il y a vraiment plein de termes qui sont utilisés. Moi, que je mets un petit peu dans le même sac, dans le sens où pour moi il y a vraiment une philosophie semblable qui les sous-tend en fait, que ça va dans la même direction même s'il y a des petites différences. Mais c'est vrai qu'en fait la façon dont ça peut être perçu, la façon dont c'est interprété, etc. a pu ensuite mener à des confusions, selon moi, qui font que aujourd'hui je me sens peut-être plus à l'aise finalement d'utiliser le terme de parentalité consciente, même si ça veut pas dire que je suis pas en accord avec ce qui peut se passer sous un autre label, si on peut dire, quoi, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, je vois surtout ce type d'éducation, on va dire, alternative, par opposition au modèle autoritaire, en fait. Que c'est plus, en fait, dans la façon dont on perçoit la relation à l'enfant que juste des trucs et astuces ou quelque chose comme ça, en fait. Quand j'entends qu'on me dit que l'éducation bienveillante, ça marche pas, je me dis, mais... la personne n'a pas pu comprendre ce que ça voulait vraiment dire, ce qu'il y a derrière, en fait, les préceptes. Et je pense que c'est aussi au cœur du problème. En fait, il y a beaucoup de gens, finalement, qui peut-être ont lu quelque chose et qui en ont tiré des conclusions, et sans vraiment comprendre ce qui se cachait derrière. Parce qu'en fait, pour moi, ça peut pas vraiment marcher ou ne pas marcher. Parce que c'est une façon de voir le monde, une façon de voir l'enfant. Alors ce que les gens veulent dire, par contre, je vois bien ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que je n'obtiens pas ce que je veux comme ça. En appliquant ce petit truc que j'ai vu ou que j'ai lu, j'ai l'impression que ça ne marche pas, je n'obtiens pas ce que je veux. Mais quand on a vraiment une démarche consciente justement pour élever notre enfant, dans ce cas-là, on va se poser ensuite la question, qu'est-ce que je veux vraiment ? Pourquoi je veux ça ? Par exemple, on m'obéit pas, quand on ne m'obéit pas, je me sens bête, je me sens humiliée, je me sens faible. Ok, donc là on commence à toucher à quelque chose. Pourquoi je me sens comme ça ? Est-ce que ça me rappelle un autre moment, une autre situation où je me suis sentie bête, humiliée, faible ? Pourquoi j'ai envie d'éviter ces sentiments-là ? Et là il se passe quelque chose. Et là pour moi, on peut commencer une réflexion, une autre façon de voir l'enfant, de voir notre rapport à l'enfant, et il y a quelque chose qui peut se passer. C'est pas pour moi en fait que ce soit parentalité consciente, positive ou bienveillante, c'est pas juste je mets une sorte de joli ruban sur les ordres et en fait je ne change rien à ma façon de penser, mais en fait je le dis plus gentiment. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est vraiment d'aller en profondeur. C'est d'aller toucher quelque chose de plus profond qui va être parfois philosophique, mais c'est certainement pas, selon moi, une recette à appliquer. Alors c'est vrai qu'il y a des trucs, qu'il y a des outils qui nous permettent en fait ensuite d'aller plus dans la direction dans laquelle on veut aller et qui sont très efficaces. Ça, je veux pas du tout non plus enlever ça en fait à ce qui est proposé dans ces types d'éducation-là. Par exemple, quand le cerveau de l'enfant est immature, il ne comprend pas la négation. Ça, c'est une information qui est démontrée scientifiquement. C'est possible de faire, si on a envie, même l'expérience avec un enfant, un petit enfant et un enfant plus grand. Et les jeunes enfants ne comprennent pas la négation. Quand on leur dit ne saute pas, ils sautent. Mais c'est une question de développement du cerveau, c'est pas une question de bonne volonté en fait. C'est le fameux, quand on te dit ne pense pas à une girafe, forcément tu as pensé à la girafe avant de mettre peut-être une croix mentale dessus.
Mais l'enfant, il a peut-être sauté, il a peut-être déjà pensé à la girafe. De toute façon, toi aussi, t'as pensé à la girafe. Donc en fait, de connaître, d'avoir des informations comme ça va faire, par exemple, justement, quand on parle de parler de manière positive, ça va être, par exemple, ce petit truc-là, cette affirmation, par exemple, marche lentement sur le trottoir. Et là, tous les mots vont dans la direction de ce qu'on veut. On ne dit pas ce qu'on ne veut pas, on ne dit pas ne cours pas sur la route, on va dire marche sur le trottoir. Et effectivement, ça va nous simplifier la vie, ça va fluidifier les relations parce qu'en fait, on demande la bonne chose, la chose que notre enfant est capable de comprendre à ce moment-là rapidement, et on se facilite la vie. Ça, pour moi, c'est un pan, en fait, des connaissances qu'on peut avoir sur le développement de l'enfant qui vont nous aider à faciliter la relation. Après, je pense par exemple à ce qu'on appelle le renforcement positif. Au lieu de mettre l'accent sur ce qui ne va pas, de souligner ce qui ne va pas et de prendre le risque de voir ce comportement s'amplifier, l'attention portée dessus, on va plutôt dire quand ça se passe bien. Par exemple, quand l'enfant a tendance à pas manger très proprement à table, on va pas forcément lui dire tu manges comme un cochon, mais le jour où il mange plus proprement, où il arrive à pas mettre plein de riz partout, eh ben on va lui dire dis donc, t'as mangé proprement aujourd'hui. Et ça enclenche en fait des circuits dans le cerveau qui vont être beaucoup plus vertueux, qui vont renforcer le côté positif et faire en sorte que de plus en plus l'enfant mange proprement, sans avoir besoin de passer par la critique finalement. Et c'est pas que c'est particulièrement juste épargner notre enfant, etc. C'est aussi le cas, mais tout simplement, on se rend compte que c'est aussi très efficace en fait. Il y a des cultures dans lesquelles on ne fait que ça. On ne souligne jamais un comportement négatif, on ne fait que souligner ce qui est positif. Mais ça, ce sont selon moi, des astuces qui facilitent la vie, mais c'est pas ça qui va changer en profondeur la relation et la façon dont on élève nos enfants et qui ils deviennent ensuite. Parce que selon moi, il faut mettre un peu quand même les mains dans le cambouis. Il faut aller voir pourquoi il y a des choses qui vont pas. Et c'est vrai que ça, tout le monde n'est pas forcément prêt à le faire. Il y a des gens qui parfois veulent changer, mais ils veulent rien changer autour. Alors que souvent, ce problème n'est que l'élément apparent en fait de toute une structure qui est bancale. Par exemple, je veux arrêter de fumer, mais je ne veux surtout pas soulever le tapis de pourquoi j'ai commencé à fumer. Je veux juste enlever le symptôme. Bah oui, mais c'est pas vraiment comme ça qu'on règle en profondeur une problématique en fait. Ce problème risque de ressurgir d'une autre manière, même si on arrête effectivement de fumer. Et là, c'est un petit peu, selon moi, la même chose en fait. Tant qu'on va pas voir un petit peu dans son éducation à soi, ce qui s'est passé, comment c'était, qu'est-ce qu'il y a peut-être de bon ou de moins bon à en tirer, on passe à côté d'éléments vraiment précieux pour évoluer en fait, évoluer soi et faire évoluer aussi la société en général en fait. Parce qu'il y a des résistances, parce qu'il y a des peurs. La peur que ce soit tout le château de cartes en fait qui s'effondre si on soulève un petit peu trop ce voile en fait. Et c'est quelque chose de tellement humain finalement. C'est aussi un mécanisme de défense en fait. Le cerveau, il a cet instinct de survie qui dit je préfère un truc qui fonctionne pas bien mais que je connais plutôt que quelque chose qui va être inconnu. Parce que l'inconnu c'est dangereux plus en fait. Et je me sens pas en sécurité là-dedans et je vais tout faire pour éviter d'aller voir. Énormément de gens ont ces mécanismes de survie. Mais pourquoi on a ces mécanismes de survie ? Justement parce qu'on n'a pas eu une éducation avec un attachement sécure. Et là encore, l'attachement sécure, c'est quelque chose qui n'est pas encore forcément acquis pour tout le monde, alors que c'est vraiment, selon moi, une clé, une vraie clé pour comprendre comment fonctionne l'enfant et comment on fait en fait pour en faire un adulte équilibré, libre et heureux en fait. En tout cas pour lui donner toutes les cartes en main pour que ce soit possible. C'est sûr que tout n'est pas en notre pouvoir, c'est pas non plus notre rôle de tout résoudre, de tout anticiper à leur place. Ça, c'est aussi un peu ce que je vois des fois dans les dérives, mais de l'autre, enfin, les dérives. Disons l'autre extrême de la bienveillance, en fait, c'est des gens qui vont s'oublier, qui vont confondre, en fait, faire à la place, éviter tous les problèmes et aider un enfant à gérer le problème, en fait. J'avais donné cet exemple une fois sur Instagram, il y avait une maman qui me disait qu'elle ne voulait pas aller à une aire de jeu où, en gros, il y a du bois parce qu'elle avait peur que ses enfants attrapent des échardes, en fait. Selon moi, l'éducation bienveillante, c'est pas empêcher l'enfant d'y aller pour qu'il ait pas d'écharde, c'est pas lui éviter l'écharde, c'est soit lui montrer comment faire pour qu'il puisse jouer, qu'il puisse manipuler le bois sans se mettre des échardes dans les doigts, ou alors gérer la situation s'il y a effectivement une écharde dans le doigt. Et c'est là, je trouve aussi qu'il y a plein de fois où les gens confondent en fait, encore une fois,
éducation bienveillante et laxisme ou surprotection, etc. Pour moi, c'est des incompréhensions de ce que c'est vraiment. Alors après, je trouve aussi que de toute façon, l'éducation, c'est quand même quelque chose de personnel et que créer des règles trop strictes sur il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, je pense que ça peut être aussi enfermant pour les parents s'ils ne s'y retrouvent pas. Et c'est aussi ce qui me plaît dans le concept de parentalité consciente finalement, c'est quoi un parent conscient? C'est un parent qui est conscient des enjeux, qui est conscient de ses blessures à lui, qui peut ensuite projeter sur ses enfants, de ses limites, mais aussi de ses capacités et des capacités de son enfant en fait. Ça va être d'un côté prendre son rôle suffisamment au sérieux et pas seulement le rôle qui était admis encore il y a une cinquantaine d'années, qui était qu'il fallait en gros que l'enfant survive, qu'il ait à manger et qu'il ait de quoi se vêtir. Ben non, ça va peut-être un petit peu plus loin, on va essayer d'aller quand même un petit peu plus loin que ça, et c'est de lui apporter la sécurité intérieure nécessaire pour qu'il se sente bien, et pas qu'il survive, mais qu'il vive, qu'il ait une belle vie, qu'il ait toutes les cartes en main pour avoir une belle vie épanouie. Donc c'est un parent qui est conscient de ça, mais aussi conscient de son histoire, et qui va forcément teinter de son histoire et de sa personnalité la façon dont il va élever ses enfants. Et ça, je pense que c'est aussi profondément ok, qu'on n'est pas tous les mêmes et qu'on va pas transmettre les mêmes choses exactement à nos enfants. On n'a pas tous exactement les mêmes valeurs et c'est d'une certaine manière aussi une grande richesse. Donc selon moi, il doit y avoir quand même une certaine souplesse dans le cadre, de toute façon même à l'intérieur d'une famille et même dans une relation parent-enfant simple, pas seulement le parent et les enfants, parce que c'est pareil pour moi, c'est quand même... on élève tous les enfants, on élève chaque enfant un peu différemment, un peu pareil et quand même un peu différemment forcément. Et quand j'entends des choses comme oui, il faut absolument des règles très claires pour ton enfant, il faut pas en dévier, etc. Je suis d'accord qu'un enfant a besoin de cadre, mais il a besoin aussi d'un parent authentique, d'un parent aligné, parce que l'enfant perçoit aussi tout le non-verbal de son parent. Et si son parent il dit un truc, mais qu'en fait tout son non-verbal dit autre chose, il va aussi le percevoir, et il va quand même voir ça comme une incohérence. Et on n'a de toute façon pas le même niveau d'énergie tous les jours. Donc peut-être qu'il y a certains jours où on va être capable de répondre oui à une demande de notre enfant, et un autre jour on va pas être capable de le faire. Mais pour moi c'est pas forcément être incohérent, c'est juste être cohérent avec l'énergie du moment. Et tant que toutes ces choses-là elles sont expliquées clairement, finalement je vois pas le problème. Et je trouve pas forcément que il faut se tenir à une règle mordicus parce qu'on a dit que c'était comme ça. Et même si on a envie d'y déroger, en fait on se l'interdit. Parce que pour moi c'est pas non plus être aligné. D'ailleurs, ça me fait penser à une croyance habituelle, une confusion habituelle, je dirais, quand on parle d'éducation bienveillante ou bien consciente ou quelque chose comme ça, par opposition à l'éducation traditionnelle, donc autoritaire. C'est l'impression que quand on est bienveillant, alors on dit tout le temps oui, on dit beaucoup oui, et que c'est pas bien pour l'enfant. Et je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. En fait, être bienveillant, ça ne veut pas dire oui tout le temps. J'ai même envie de dire, c'est passer beaucoup de temps à dire non, et peut-être même passer plus de temps d'une certaine manière à dire non, et plus d'énergie à dire non, dans le sens où on va expliquer pourquoi on dit non. On va réfléchir à pourquoi on veut dire non. On va remettre en question certaines choses que d'autres personnes ne feront peut-être pas. C'est non parce que on m'a toujours dit que c'était non, donc je ne réfléchis pas et j'applique cette même chose. Et là, en fait, c'est justement, si on met plus de conscience dans nos oui et dans nos non, finalement, je ne serais pas étonnée si vraiment on s'amusait à comparer, qu'en fait on passe plus de temps et d'énergie à gérer les façons dont on dit non que les façons dont on dit oui. Pour moi, c'est vraiment une vision complètement fausse en fait de ce que c'est l'éducation bienveillante. Être bienveillant, bien veiller, c'est pas dire oui à tout, c'est pas dire oui par facilité, par laxisme, c'est au contraire mettre quand même pas mal d'intention dans ses réponses. Alors parfois c'est vrai que ça va être dire oui là où avant d'autres personnes dans un autre contexte, un autre type d'éducation auraient dit non, mais par contre au moment où on dit non, bah là peut-être qu'il va y avoir plus de temps consacré à ça, à accompagner les non finalement de manière constructive sur le long terme, plutôt que juste bah oui j'ai décidé que c'était comme ça et puis c'est tout et tu te tais et si t'es pas content tu vas dans ta chambre. En gros. D'ailleurs, ça me fait penser aussi, je fais peut-être un aparté là-dessus, sur les attentes qu'on a aussi envers nos enfants, en fait. J'en ai parlé un petit peu. Avec le recul en particulier, je dirais maintenant d'avoir 3 enfants et puis ces années de pratique, tout simplement, en fait.
Je me rends compte aussi de la subjectivité dans la parentalité, de la tolérance qui peut être vraiment différente en fonction de la perspective qu'on a, du regard qu'on porte en fait sur l'enfant. J'y ai pensé il n'y a pas tellement longtemps parce qu'on parlait avec une autre maman de nos enfants et puis elle disait que pour elle c'était difficile avec son petit qui a le même âge que la mienne. Et puis moi je me suis dit, je peux pas me plaindre en fait. Elle est super cool, etc. Et je dis ça sans réfléchir en fait. Et après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, Clémentine, non seulement d'autres personnes trouveraient qu'elle n'est pas du tout cool, mais toi-même, il y a quelques années, tu ne l'aurais pas non plus trouvée cool du tout. Parce que c'est très subjectif et ma subjectivité a changé, en fait, avec le fait d'avoir compris, en fait, comment fonctionnait un enfant, d'avoir expérimenté, etc. Il y a plein de choses où je me suis rendu compte qu'en fait j'avais avant des attentes complètement irréalistes d'un enfant, de mon enfant. J'en ai déjà parlé un petit peu, notamment sur le sommeil, etc. Moi je m'attendais, on m'avait vendu qu'au bout d'un mois, au bout de 3 mois grand maximum, mon enfant il dormirait parfaitement toute la nuit, etc. Et c'est vrai que c'est une réalité pour certaines personnes si elles appliquent certaines de ces fameuses méthodes. C'est pas que ça n'existe pas, mais en fait ça n'existe, en tout cas pour moi ça n'a pas existé dans le cadre que moi j'avais envie de donner à mes enfants, dans la façon dont j'avais envie de vivre ma parentalité. Et en fait, le résultat, aujourd'hui, il est complètement différent. Et si on m'avait dit, justement, il y a 8 ou 9 ans, comment ce serait aujourd'hui, j'aurais même pas cru. Je n'aurais pas pu croire comment aujourd'hui je fais et qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce que c'est mes critères de coolitude, en fait. Parce que si on regarde un petit peu, en fait, ma fille, elle a plus d'1 an maintenant, elle ne fait toujours pas ses nuits, elle se réveille vraiment plusieurs fois par nuit encore, pour boire un peu de lait, je l'allaite toujours. Souvent c'est plus de la tétée de réconfort, puis voir que je suis toujours là, et se rendormir, mais c'est pas, je pense pas forcément que ce soit de la faim, mais il y a quand même ces moments de tétée. Et ok, elle se réveille pour boire, je lui donne un petit peu et elle se rendort tout de suite. Donc moi, dans l'ensemble, ça va, mais c'est quand même 4-5 fois par nuit. Si tout se passe bien, et si jamais elle a mal aux dents, si elle a mal quelque part, qu'elle est malade, là on est sur du 15 ou 20 fois quoi. Donc jamais j'aurais pu imaginer me dire qu'être réveillée 4-5 fois par nuit pendant 1 an, ce serait cool. Elle n'a pas voulu dormir dans sa poussette jusqu'à 6 mois, c'était impossible de la mettre là-dedans, il fallait la porter tout le temps. Là ça va mieux, mais pendant tellement longtemps, elle voulait pas du tout changer la couche, c'était toujours... il y avait des pleurs. Si c'est pas moi qui la change, alors là c'est la catastrophe. Donc par certains côtés en fait c'est pas du tout super facile, donc il y a plein de personnes qui penseraient sans doute que c'est l'horreur absolue, mais en fait moi je me rends compte que ça faisait partie des choses que j'étais capable d'accepter parce qu'il y avait autre chose, il y avait des valeurs que j'avais envie de respecter et de nourrir, et du coup j'accepte que ce soit comme ça. Et même par certains côtés, quand je vois comment elle réagit avec d'autres personnes, moi j'y vois justement un attachement sécure, le fait qu'elle aime pas trop être avec des nouvelles personnes, qu'elle préfère être avec moi. C'est encore normal si elle connaît pas bien la personne, etc. Et même, comme je disais, plutôt bon signe en fait. C'est vrai que la société, encore une fois, a tendance à valoriser une grande autonomie dès les premiers mois, une séparation très tôt avec la mère, tout ce genre de choses, mais qui sont pas forcément signes d'un attachement sécure. Finalement, moi, ça me va comme ça. Et par d'autres côtés, je dirais que, justement, quand elle est avec moi, elle n'est pas compliquée, elle pleure très peu. Même quand elle fait pas la sieste, quand sa sieste est retardée de 2, 3, même 4 heures des fois, elle est quand même en train de jouer et puis ça va. Et elle continue de sourire, elle n'est pas complètement épuisée comme certains enfants peuvent l'être. Et puis, super ronchon en fait, ça ne lui arrive pas à ce moment-là. Et dans ces moments-là, en fait, je me dis, ouais, quand même, elle est cool. Mais c'est vraiment une question de point de vue, de comment on voit les choses, quelle est notre tolérance, en fait. Et je sais très bien que j'aurais pas du tout cru que c'était normal, j'aurais pas considéré ça comme normal il y a 10 ans. Ça me fait penser, encore une fois, à une amie qui me disait que, en fait, elle se plaignait de son enfant qui avait déjà bien 3 ans, en fait, et qui voulait plus rester assis dans la poussette tout le temps. Elle aimait bien quand son fils, il était dans la poussette, qu'il restait dans la poussette, qu'il bougeait pas. Et ça a été comme ça un assez long moment. Et puis là, il a 3 ans, il a bien 3 ans. Et il avait, maintenant je pense qu'il a même 4. Et elle aimait pas du tout en fait qu'il ait envie de sortir de la poussette et qu'il ait envie de marcher, qu'il explore, etc. Pour moi, c'est en fait signe de bonne santé.
c'est très bien, en fait, à mon avis, que cet enfant, il ait envie d'aller explorer, qu'il ait plus envie de rester assis dans sa poussette quand il a 3 ans. Je comprends pourquoi c'est pratique. Je vois très très bien pourquoi c'est pratique pour un parent d'avoir son enfant qui reste dans la poussette et qui dit rien et qui reste voilà comme ça sagement. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment souhaitable pour lui? Est-ce que c'est bon signe pour lui? Quand on va voir un petit peu au-delà de, de notre confort du moment, on se rend compte qu'à terme, c'est quand même mieux un enfant qui a le goût d'explorer, la curiosité, qui va vers les choses, qui a envie d'utiliser son corps, j'ai envie de dire tout simplement. Pour moi, c'est un signe très positif, même si je suis d'accord que c'est moins pratique en tant que parent, mais quand même, et c'est une étape à accepter, qui n'a pas besoin d'être prise comme un problème ou un mauvais comportement, en fait, selon moi. Pour en revenir à ces idées reçues sur la parentalité bienveillante, je me souviens avoir eu une discussion avec une autre maman une fois qui m'avait dit mais comment tu fais pour te faire obéir si tu les punis pas? Comme s'il y avait cette idée en fait qu'un enfant qu'on ne punit pas, qu'on ne contraint pas, qu'on ne force pas, qu'on ne fait pas plier, c'est forcément un petit sauvage qui va respecter aucune règle, être hyper égoïste et tout faire de travers finalement. Non, moi c'est pas mon expérience finalement. Et surtout, c'est pas, je veux dire, il y a d'autres façons finalement en fait de faire en sorte que notre enfant coopère tout simplement. Alors c'est sûr que ça fait des enfants qui vont pas obéir aveuglément, qui vont pas forcément accepter tous les ordres qui vont être donnés, qui vont avoir leur propre intuition, leur propre jugement et qui vont s'y fier. Ça va donner des enfants qui vont avoir plus confiance en eux et qui vont nous challenger plus. Évidemment, c'est plus pratique un enfant qui dit toujours oui qu'un enfant qui va te demander pourquoi, qui va aller soulever tes contradictions et qui va peut-être vouloir aussi imposer sa vision du monde à lui. Mais là encore, je trouve que c'est quand même hyper prétentieux parfois de croire qu'on a forcément raison en tant que parent et que notre enfant a forcément tort. Quel parent, s'il est honnête avec lui-même, ne s'est pas déjà dit « Tiens, j'y suis peut-être allé un peu fort. J'aurais pas dû dire ça, en fait il a raison. Je suis réagi, j'ai juste mal estimé la situation, en fait mon idée c'était pas une bonne idée, en fait mon enfant il avait raison. » Qui ne s'est jamais dit ça en tant que parent, s'il est honnête avec lui-même? Je pense que c'est arrivé absolument à tout le monde. Parce qu'on n'agit jamais parfaitement, et parfois notre enfant il nous le montre, directement ou indirectement. Et encore une fois, c'est inconfortable de se dire que quelqu'un de plus jeune que nous a peut-être eu plus raison que nous sur ce coup-là. Et alors, en fait, prendre en compte ce que dit l'enfant, selon moi, c'est pas un aveu de faiblesse, c'est même plutôt en fait le contraire, c'est un signe d'intelligence, d'humilité. Je dirais pas que la relation parent-enfant c'est une relation complètement horizontale. Selon moi, c'est un peu une illusion, comme dans les grandes entreprises où on essaye de vous faire croire qu'il n'y a plus de hiérarchie, mais en fait, quand même un petit peu. Et selon moi, c'est pas non plus souhaitable. Je pense effectivement que l'enfant a vraiment besoin d'un cadre et de quelqu'un qui va l'aider, le guider. Donc, je dirais pas que c'est complètement horizontal. Mais quand on va de l'autre côté, je trouve que c'est pas non plus souhaitable que ce soit complètement vertical, parce que ce serait nier tous les commentaires, toutes les opinions pertinentes que peut avoir notre enfant et qui nous poussent à grandir. Non, on ne sait pas tout. Et oui, on peut grandir au contact de plus petits que soi. Donc pour en revenir à cette maman qui me demandait comment je faisais en fait si je ne punissais pas mes enfants, pour moi c'est le signe d'une pensée tellement imprégnée de ce discours de domination qu'on n'arrive plus à imaginer les choses autrement. Mais en fait, bien sûr que sans chantage, un enfant peut aussi coopérer. Un enfant a aussi un cœur, il a de l'empathie, ça a été aussi prouvé par un tas d'études scientifiques que naturellement, un enfant, un bébé a de l'empathie. Je me souviens plus quelle était exactement cette étude, mais ils avaient fait des essais avec des bébés tout petits, hein. Si je me souviens bien, ils avaient moins d'1 an. Et en fait, les personnes, les parents qui étaient dans l'expérience, en fait, faisaient semblant d'avoir besoin d'aide, par exemple, de ne pas réussir à attraper une pince à linge ou quelque chose comme ça. Et l'enfant venait essayer d'aider, littéralement. Donc je pense vraiment que c'est quelque chose qui est naturel, que l'enfant a naturellement envie d'aider, qu'il a envie de faire partie de ce cercle social. La fois dernière, en fait, j'ai mon fils aîné qui s'était fait mal, et du coup son frère, donc son petit frère, lui dit « Tu veux que je t'aide à mettre tes chaussures ?» Et il lui met ses chaussures. Ensuite il lui dit « C'est pas trop serré ?» Personne n'a rien demandé. Personne n'a rien demandé, personne n'a dit qu'il fallait faire, que ce serait bien que, non. Il y a pensé spontanément. Il a vu ça, il a vu faire, il a vu quelqu'un qui, quand lui il avait besoin, l'a aidé. Il s'est déjà cassé le bras, et cette expérience-là a suffi finalement, quand nous on lui a proposé son aide en tant que parent, à modéliser en fait,
Ah d'accord, quand quelqu'un a besoin d'aide, quand quelqu'un a mal quelque part, alors on peut l'aider à lui mettre ses chaussures. Et c'est quelque chose qui est arrivé il y a, je pense que c'est 1 an ou 2. Et jamais on en a vraiment reparlé, et pourtant ce comportement maintenant il est acquis. Donc je trouve qu'encore une fois, c'est vraiment les sous-estimer aussi, de penser qu'ils ne vont jamais penser à autre chose, qu'ils vont jamais penser à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, ou ce genre de choses. Ils sont capables de tellement de choses. Ensuite, de manière plus pratique, évidemment qui va évoluer avec l'âge, mais leur capacité de raisonnement, elles évoluent aussi. Et ils sont capables de comprendre qu'il y a un intérêt à faire telle ou telle chose. Si je mets pas la table, on peut pas manger. Ensuite, il y a aussi tout simplement le cas où l'enfant va accepter la proposition parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de dire non. C'est pas parce que la proposition vient de l'adulte qu'il va pas y avoir d'acceptation spontanée. Au contraire, s'il y a un refus spontané, systématique quand l'adulte demande quelque chose, c'est bien le signe justement qu'il y a un problème au niveau de la relation. Et il y a quelque chose à creuser absolument. Sinon, il n'y a pas besoin de faire du chantage permanent. Alors des fois, évidemment, les besoins sont en opposition. Et là, ça se corse. Mais les besoins d'un enfant ne sont pas systématiquement en opposition à ceux de l'adulte non plus. C'est un peu pareil qu'avec un ami, des fois il faut faire des compromis et des fois pas du tout en fait. Des fois on veut aller... Il y en a un qui veut manger des maquis et l'autre il veut une pizza, et puis des fois les deux ils veulent des maquis et puis c'est bon, c'est réglé. Et parfois on se complique tellement la vie alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire. Là où il faut mettre son attention, c'est sur la qualité de la relation, la connexion. Est-ce qu'on partage quelque chose ? Est-ce qu'il y a un vrai lien ou bien est-ce que les échanges se limitent à des ordres dans un sens ? Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire en fait le terreau fertile, j'ai envie de dire, de la parentalité consciente, d'une belle relation qui va favoriser la coopération et dans laquelle le respect va naître naturellement. Parce que ça aussi, en fait, chez les gens qui sont vraiment les partisans de l'éducation autoritaire, on a du respect à toutes les sauces, il n'y a plus de respect, il ne me respecte pas, il m'a manqué de respect, j'ai pas d'autorité. Mais le respect, ce qu'on oublie quand on pense comme ça, c'est que le respect, c'est une valeur, c'est une perception. C'est comment je te vois. On peut pas le forcer. On peut le faker, on peut faire comme si, on peut le simuler dans son expression, mais c'est tout. Le respect, on peut pas le toucher. C'est pas un acte, c'est une façon de se sentir. On peut forcer la soumission, ça oui. Je veux que tu me respectes, je n'y arrive pas, alors je te soumets. Je te force à me montrer un truc fabriqué, une excuse fabriquée, un silence forcé, un geste forcé, qui va être ce qui ressemble le plus possible pour moi à du respect. Mais c'est pas du respect. Parce que le respect, il est invisible. Tout ce qu'on peut voir éventuellement, c'est l'expression du respect. Mais ce sentiment-là, il n'appartient qu'à la personne qui le ressent. Et on peut créer des conditions favorables à son apparition, mais on peut pas le provoquer. Et c'est là où j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui confondent finalement et qui se contentent d'une parodie de respect au lieu d'avoir du vrai respect. Et quand on repense encore une fois à la manière dont les enfants apprennent, c'est-à-dire en regardant faire en fait, pas en écoutant ce qui est dit mais en regardant faire, quand on respecte régulièrement, naturellement, tout le temps son enfant, le respect vient naturellement en fait. Après, il ne faut pas non plus le confondre avec d'autres choses qui peuvent être par exemple une façon de s'exprimer qui va être inadéquate. Mais quand on est capable finalement de voir en fait son enfant comme une personne à part entière, comme un être humain doué de sentiments, de compétences, plein de ressources et de richesses en fait, qui permet en fait une relation qui ne va pas juste dans un sens. C'est pas seulement le parent qui apprend des choses à l'enfant, mais c'est aussi l'enfant qui peut apprendre des choses aux parents. C'est là que la connexion se crée, qu'on passe des moments vrais, des moments de partage, de l'authenticité, et où il y a vraiment un vrai enrichissement mutuel de deux êtres humains qui peut se passer en fait. Et c'est là encore où j'ai eu envie en fait d'utiliser le mot de parentalité consciente. C'est aussi finalement savoir se remettre à sa place. Alors on a une place de parent, on a une responsabilité, c'est vrai, mais ça veut pas dire qu'on détient toutes les clés et qu'on sait forcément mieux. On a aussi un tas de couches de conditionnement, de limitations, d'expériences négatives qui obscurcissent parfois notre regard. Et quand cette connexion elle est là et quand elle est vraie, d'une certaine manière l'obéissance arrive. En fait, l'enfant n'a plus vraiment de raison de résister. Et naturellement, généralement, il y a une forme d'obéissance, ou en tout cas d'acceptation de ce qui est proposé, dans un cadre respectueux de l'un et de l'autre. Mais finalement, en fait, quand on a déjà fait tout ce chemin de réflexion sur quelle est ma relation à mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir, etc., en fait, généralement, l'obéissance, c'est plus vraiment la priorité. L'obéissance, c'est la priorité quand on pense qu'on sait mieux. Mais quand on a déjà fait tout ce travail de se rendre compte qu'on sait pas forcément mieux, que des fois aussi on galère et que en fait on n'a pas toutes les réponses, on veut plus forcément de l'obéissance.
On veut favoriser un enfant qui va être capable de réfléchir par lui-même, d'évaluer lui-même les risques, de savoir se débrouiller en toutes circonstances et se sortir des situations difficiles. On va pas forcément vouloir qu'il obéisse aveuglément à n'importe quel adulte. De toute façon, on voit aussi les dérives que cause ce type d'éducation. D'enfants à qui on a fait croire que leur voix n'avait pas d'importance. Des enfants qui n'arrivent pas à dire non, qui ne parlent pas de ce qui leur a été fait alors que c'était carrément puni par la loi, en fait. Quand on est concentré sur la relation et sur l'idée de guider l'enfant au mieux pour qu'il devienne la personne qu'il est censé devenir et non pas celle qu'on voudrait qu'il devienne, alors on n'est plus tellement intéressé par l'obéissance. Ce qu'on veut, c'est transmettre la connaissance, l'information, la prise de décision en connaissance de cause, le fait de se débrouiller quoi qu'il arrive, mais plus tellement l'obéissance. La prise de conscience du respect des autres, que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, etc. Ce genre de concept, mais pas une obéissance aveugle en fait. Donc finalement, paradoxalement, le meilleur moyen d'obtenir l'obéissance, même si je mets des gros guillemets d'une certaine manière, c'est de ne plus la chercher. Alors je voudrais pas non plus vous vendre du miracle, ça marche pas à tous les coups, mais là encore c'est aussi symptomatique selon moi de vouloir en fait juger une éducation à ce qu'on peut voir d'un moment T. Une éducation réussie selon moi c'est pas quelque chose qui se juge dans l'instant, c'est quelque chose qui se juge sur la durée. Et parfois, il faut passer par des moments qui sont inconfortables, où c'est désagréable, où on se demande quand est-ce que ça va finir, mais qui font partie du développement de l'enfant, pour qu'ensuite ça aille mieux, en fait. Alors que parfois, étouffer justement le symptôme un peu trop tôt, vouloir l'empêcher à tout prix d'arriver, vouloir forcer absolument qu'une situation se passe d'une telle manière plutôt que d'une autre, c'est en fait lui tirer une balle dans le pied pour plus tard. La victoire d'aujourd'hui peut être la défaite de demain. Parce que c'est ça aussi, en fait, le fait que les parents, ou que les gens, la société en général, pas forcément les parents justement, mais plutôt la société telle qu'elle est dans l'espace public aujourd'hui, qui favorise, qui souhaite, qui encense, j'ai envie de dire, les enfants obéissants. L'enfant doit être obéissant, et alors là, on a tout réussi, c'est vraiment le top du top, bravo, bravo. Sauf qu'après, dès qu'on devient adulte, on doit être un adulte libre, on doit être un adulte qui réfléchit par lui-même, qui est créatif, qui sait se soulever face aux injustices politiques et sociales, etc., etc., etc. Alors que toute son enfance, on lui a appris à ne pas penser par lui-même, à ne pas avoir d'opinion, ou on l'a puni pour avoir eu une opinion qui n'était pas la même que la nôtre. Comment c'est possible ? Comment c'est possible de réaliser ça ? C'est voir l'enfance comme si elle était séparée du reste de la vie d'humain, alors qu'elle en fait non seulement pleinement partie, mais c'est surtout sa base fondamentale. C'est la base de tout ce qui suivra. Alors peut-être que vouloir un enfant obéissant, c'est vouloir se rendre service en tant que parent, mais ça va pas rendre service à l'enfant qui va devoir un jour devenir adulte. Donc pour moi, c'est pour ça finalement que c'est le terme de parentalité consciente qui me parle le plus en fait. C'est en fait être conscient que changer les couches, créer des routines, en fait c'est pas ça le plus compliqué. Que le truc qui est vraiment compliqué, le truc qui nous donne du fil à retordre en fait, c'est celui qui touche au sens qu'on donne à notre propre vie sur Terre, à ce qu'on a reçu enfant et à ce qu'on veut incarner. Quel genre de parent on veut être pour de vrai. Et c'est justement en fait dans ces sortes de dissonances entre la personne qu'on aimerait être et la personne qu'on arrive à être qu'on peut aussi grandir en tant que personne. Mais pour ça, effectivement, il faut accepter d'aller un petit peu voir dans certaines choses qui sont parfois inconfortables, dans nos contradictions, dans nos insécurités, dans nos manquements aussi parfois. Mais selon moi, c'est quand même plus enrichissant et je pense que c'est quand même mieux d'être un parent qui fait pas forcément parfait ou qui fait pas forcément parfaitement uniforme, on va dire, dans son cadre, avec le coucher absolument tous les jours à 8h, le dîner absolument tous les jours à telle heure ou ce genre de choses, mais de s'autoriser en fait à être vrai avec son enfant, à lui montrer qu'on est une vraie personne, quelle personne on est, pour se connaître finalement, parce que c'est, me semble-t-il, aussi un peu l'un des écueils de la parentalité autoritaire, justement, où en fait on montre seulement une façade à ses enfants. Ça me fait penser à un documentaire, un mini-documentaire, un épisode, je crois que c'était de la Deutsche Welle, que m'a fait montrer mon mari justement, sur une mère parisienne qui parlait de la façon dont elle éduquait ses enfants. Alors elle parlait beaucoup de cadres, de limites, et puis à un moment il y a le classique « Je me suis débrouillée et j'ai survécu » qui sort. Elle parle beaucoup de l'importance d'être bien élevé, de bien se comporter, de sauvegarder les apparences, hein.
Il y a vraiment l'intérieur impeccable, digne de L décoration. C'est le petit-déj, il est 7h, elle est déjà tirée à 4 épingles, elle a déjà des chaussures à talons, je n'exagère pas. Dans la cuisine, les enfants clairement qui filent droit. Et évidemment, elle dit que elle a besoin de s'épanouir en tant que femme, loin de ses enfants, loin de son rôle de mère. Bref, un peu l'enfant qui n'est vraiment qu'un élément parmi d'autres dans sa vie et qui ne doit pas prendre trop de place. Et on sent vraiment la verticalité de la relation dans tout ce petit documentaire, en fait. À chaque fois qu'elle parle, c'est effectivement pour donner des ordres à ses enfants, pour leur dire de ranger les chaussures, d'aller à tel endroit, de manger tel truc. Je décide, je commande, et tu obéis. Et elle dit clairement à un moment, moi les émotions, les histoires d'enfants, ce qui se passe à l'école, non, ça on n'en parle pas. Et c'est là qu'elle dit justement, donc je me suis débrouillée, moi toute seule, et j'ai survécu. Donc en fait, on pressent qu'il n'y a pas de partage émotionnel aucun entre les enfants et la mère. Alors je dirais pas du tout que c'est pas une mère aimante, hein. Je suis pas en train de dire ça. Mais l'impression que m'a donné ce documentaire, c'était une sorte de façade en fait. Une sorte de rôle, littéralement, le rôle de mère, vraiment le rôle dans le sens théâtral, de mère qui est jouée avec aucune connexion émotionnelle, ni dans un sens ni dans l'autre, visiblement, puisqu'elle non plus ne veut pas entendre parler de ce qui se passe à l'école. Je trouve que c'est un bon exemple, en fait, de toutes ces fois, en fait, où on se retrouve à porter un masque, à ne pas être soi-même, à ne pas être authentique, même, justement, à l'intérieur de son propre foyer, alors que les intentions sont bonnes, et elle veut bien faire. Mais la question, c'est est-ce que ça va ensuite faire des adultes libres et heureux, capables de gérer leurs émotions, et de courir après leurs rêves pour être la meilleure version d'eux-mêmes et créer un monde où il fera bon vivre. Et je pense que je vais boucler la boucle là-dessus, en fait, avec cette idée, en fait, que selon moi, l'éducation, quel que soit son nom, en fait, le tournant qu'elle devrait prendre, selon moi, en tout cas le point de vue que moi je défends, c'est que c'est vraiment la posture qui doit changer. C'est pas dans l'exécution, dans les règles elles-mêmes, à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas. Non, c'est plutôt la vision de l'enfant et la vision de la relation qui doit évoluer vers quelque chose qui sera, selon moi, plus humain en fait. Ça me refait penser à l'un des posts de Marion Querc sur les livres d'éducation en Suède et en France. Elle compare deux livres en fait. Il y en a un, le livre français, si je me souviens bien, c'est Les 101 règles d'or pour se faire obéir sans s'énerver. Et on voit un enfant qui est de dos au coin, j'imagine, et qu'on voit pas en fait, qui est complètement déshumanisé, on voit même pas son visage en fait. Et de l'autre côté, en fait, elle parle d'un autre livre où on a une couverture avec une petite fille, les cheveux au vent, on voit son visage, elle a l'air super heureuse en fait et libre. Et si je me souviens bien, le titre c'est quelque chose comme ça, quoi, libre, grandir, plutôt qu'obéir ou quelque chose comme ça. Et ça en dit tellement long sur la façon dont on voit les choses. Ou même en fait dans les publications qui datent là de 2024-2025, on est toujours dans l'obéissance. Comment faire pour se faire obéir de son enfant ? Alors qu'il y a comme une sorte de niveau supérieur où on peut réaliser que ça va au-delà. Je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Et je vois que les choses changent. Enfin, quand je vois justement les personnes réagissent à mes publications, en fait, je vois qu'il y en a beaucoup qui réagissent au fait que les enfants devraient être plus en nature, qu'ils devraient avoir le droit de se salir, etc. Donc je pense qu'il y a quand même cette envie de changement chez les gens, chez plein de gens. J'imagine chez toi si tu m'écoutes encore. Donc tout espoir n'est pas perdu. Je vais peut-être finir là-dessus, justement, sur ce message d'espoir, sur le fait que les choses changent, que les choses évoluent et qu'on est sur la bonne voie. Mais parfois je suis un peu découragée de voir encore tout le chemin qui reste à parcourir. Mais en même temps, ce serait quoi l'alternative ? Donc voilà, j'essaye de continuer à parler de ces sujets-là, de sensibiliser autant que possible les gens à ça, parce que pour moi c'est maintenant une évidence, mais je vois bien que ça l'est pas pour tout le monde. Mais pour moi c'est vraiment un enjeu de santé publique en fait. C'est pas juste, on dit que l'éducation c'est un petit peu l'affaire des parents, mais en fait ça va bien au-delà de ça, parce que ces enfants ensuite ils sont socialisés, que ce soit à l'école ou pas. Et puis ils grandissent et ils sont en contact d'autres personnes. C'est justement chaque contact petit à petit qui fait que la société peut changer ensuite à long terme. C'est une série de micro-choix, de micro-façons d'être au quotidien qui vont faire que la société peut changer à terme. C'est pas forcément des grandes décisions qui vont créer le changement à long terme. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet qui m'anime particulièrement. Je dirais pas que je fais un travail parfait, loin de là, mais pour moi c'est vraiment un chemin de réflexion, un chemin de déconditionnement en fait pour arrêter de penser selon ces vieux schémas qu'on a vus quand on était petit, encore une fois,
et passer un peu à la vitesse supérieure en fait en termes de réflexion. Parce qu'à le quotidien, avec les difficultés, bah, moi aussi j'en connais, hein. Au quotidien, des enfants qui veulent pas s'habiller, qui font des histoires parce que ces chaussettes-là ça va pas, et puis le slip ça va pas, et puis il faut répéter d'aller laver les dents, etc. Évidemment que moi aussi ça m'arrive, mais quand on se rappelle qu'il y a un objectif plus grand que cette journée, qui est l'éducation de l'enfant sur toute sa vie en fait, et l'impact qu'il va avoir lui dans le monde de demain, puis j'ai envie de dire même dans le monde d'aujourd'hui, déjà aujourd'hui, bah, ça fait vraiment changer la perspective de qu'est-ce que je veux à court terme, qu'est-ce que je veux à long terme, et encore une fois je trouve que ça nous fait tellement grandir nous en tant que personnes, et je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. N'hésite pas à me faire part de tes remarques, de tes commentaires, de tes réactions, de tes réflexions. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Ça nourrit aussi ma réflexion à moi, donc c'est précieux. Et si tu penses que cet épisode pourrait intéresser quelqu'un, n'hésite pas à le partager. Voilà, belle journée! Pour aller plus loin sur le chemin de la parentalité consciente, je vous propose des accompagnements individuels mêlant hypnose, reiki et coaching, ainsi que le programme audio Parents apaisés, un programme de 5 séances d'hypnose à faire en autonomie pour se libérer des conditionnements hérités de notre enfance et reprendre confiance dans nos capacités de parents. Je vous mets aussi toutes les infos dans le descriptif de cet épisode. Voilà, c'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, merci de m'aider à le faire connaître en lui mettant 5 étoiles ou en le partageant à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Si vous avez des retours ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire par email ou sur Instagram. Merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à très vite.